m'appelle Ngaloula Malou, je suis infirmière à l'hôpital des enfants Reine Fabula. En hémato-onco, on s'occupe des familles, des patients qui sont atteints de drépanocytose. Nous travaillons dans une équipe avec les médecins, Madame Ferser qui est la responsable qui n'est pas là, et d'autres médecins, il y en a 7 au total, et avec des psychologues, dont Madame Fripia qui va se présenter, des assistantes sociales, nous en avons 2, kinés, voilà, tout ça fait l'équipe qui prend en charge les patients, les familles dont les enfants souffrent de la drépanocytose. Bonjour, donc moi je suis psychologue pour enfants ici à l'hôpital des enfants Reine Fabiola et donc je travaille en hémato-oncologie avec Dr Ferster, Malou et tous les autres médecins, tous les autres soignants. Concrètement dans le travail, on travaille en consultation, avant ou après les consultations pour expliquer aux parents la maladie, comment ils peuvent le prendre en charge, quand est-ce qu'ils doivent venir, l'implication de la maladie dans la vie de tous les jours, à l'école, avec des amis, pour les sorties, etc. On les prend aussi en charge quand ils viennent en hospitalisation, puisque ce sont des événements qui peuvent se reproduire régulièrement, qui comprennent pourquoi ils sont hospitalisés, comment la prise en charge se fait, pour finalement les rendre autonomes et participants à ce qu'ils vivent. On les prend aussi en charge quand ils sont greffés, avant la greffe, pendant et après la greffe, pour préparer les sorties à domicile. On est aussi en contact avec les écoles qui nous demandent pour avoir des garanties ou un support par rapport à l'accompagnement de ces enfants à l'école. On peut aussi répondre aux demandes des associations ou d'autres personnes qui veulent travailler dans la sensibilisation. J'avais oublié qu'on a aussi parfois des dons de personnes extérieures comme les Rotary qui offrent un jour par an une sortie aux enfants, donc ça c'est très chouette. Et donc nous répondons un petit peu à toutes ces demandes-là. Donc voilà, comme moi je l'ai dit, je suis psychologue pour enfants ici, et donc moi ma fonction c'est plus d'être dans le soutien, dans les émotions, dans le vécu des patients, parce que bon, la drépanocytose c'est une maladie quand même très difficile pour l'enfant malade, mais aussi pour toute la famille. Et donc on intervient à peu près dans 3 cas différents. Le premier cas c'est le cas de la consultation, le deuxième cas c'est l'hospitalisation, et donc dans ces 2 cas-là on intervient à la demande principale des soignants, que ce soit le médecin et l'infirmière qui est inquiet pour le patient ou pour sa famille. Et puis le troisième cas dans lequel on peut intervenir, c'est la greffe de moelle, où là il existe un protocole spécifique de prise en charge psychologique où on voit les patients et leurs familles avant, pendant et après la greffe. Une prise en charge intensive de l'enfant greffé, puisque bon, c'est dans des conditions difficiles de séparation, d'isolement, de mal-être physique, psychologique, etc. Donc là, en général, on le voit 2 fois par semaine et on voit la famille, principalement les parents, à leur demande. Donc souvent 1 fois par semaine ou 1 fois tous les 15 jours. On essaye de s'adapter aussi aux familles. Et en post-greffe, on essaye de voir encore toute la famille pour voir un petit peu comment ils ont vécu toute cette épreuve difficile. Ce que chacun des membres de la famille a vécu aussi. Voilà, en gros. Mais donc mon travail est un travail plus de seconde ligne après ce que font les médecins et les infirmières, aussi pour voir comment est-ce que les patients ont compris la maladie, comment ils la vivent au quotidien au niveau des émotions et des sentiments. La première, c'est que je trouve que vous êtes très bien organisé. Je dis, quand on regarde par rapport à notre travail, on est sollicité de beaucoup de gens, et si on dégage du temps pour aller participer à telle ou telle activité, c'est vrai qu'on a besoin que ça soit unité. J'arrive à telle heure, je présente, je m'en vais, voilà. Et donc quand on se retrouve face à des personnes qui sont très organisées, où on peut venir, faire ce qu'on nous demande et repartir, c'est vrai que ça facilite vraiment les choses pour se dire j'accepte de faire ça ou je n'accepte pas, mais généralement on accepte. Donc cette organisation-là, ça aide. Et je pense que vous avez un sens de l'accueil que nous on ressent et qu'on voit aussi par rapport aux personnes qui viennent lors des manifestations. Je pense que vous parlez d'un sujet qui est difficile, mais vous le remettez dans un contexte, je dirais la festivité africaine, j'aime pas dire ça, mais je pense que c'est ça. Vous le remettez dans un cadre bien, qui fait que les gens peuvent être à l'aise et même aborder des choses pas simples, compliquées, mais avec une certaine ouverture, une certaine aisance et un cadre, je dirais, bienfaisant.
Et ça, c'est vraiment super chouette. Et vous arrivez à atteindre un public de tout genre. Il y a des personnes qui sont malades, d'autres qui ne sont pas malades du tout. On retrouve des jeunes, on trouve des enfants, on trouve des jeunes, des personnes plus âgées. On retrouve vraiment toute une série de populations. Et ça, je pense que c'est une force d'arriver à faire ça. Voilà. Ben, moi, j'aime bien le concept, enfin, les différentes danses, parce que c'est ça, quoi. Et aussi le fait de parler, de pointer le doigt sur ce qui ne va pas dans la maladie, comme les transfusions, avoir beaucoup plus de donneurs africains, c'est ce qui est très important. Et voilà, en gros. Et donc ça revient quelque part finalement à ce que chacun peut faire, là où il est, pour progresser, améliorer la manière dont on prend en charge la drépanocytose. Donc on peut s'intéresser à la drépanocytose même si on n'est pas malade. On peut faire quelque chose pour la drépanocytose même si on n'est pas malade, même si on n'est pas soignant. À l'endroit où on est, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et parfois les gens n'imaginent pas, si on revient au don du sang, du fait que tiens, je donne du sang, j'aide quelqu'un à pouvoir vivre, j'aide quelqu'un à pouvoir retrouver le sourire, j'aide quelqu'un à pouvoir se balader. C'est un geste banal, mais sa portée, c'est vraiment tout ça. Il y a plusieurs choses. Ces plusieurs choses, on avait obtenu une bourse de BNP Paribas, par exemple, pour l'échec études, qui avait un montant bien déterminé. Ce montant, il a explosé, donc on a pu prendre un petit peu de ce qu'on avait reçu pour financer ça. On avait pu obtenir, on fait aussi des études, dans l'idée de bien connaître la maladie, bien connaître le traitement. Ça, c'était une étude sur l'hydréa, qui consistait à mettre en place une perfusion et prélever du sang chez les enfants, juste après la prise d'hydréa, une demi-heure, 1 heure, 2 heures après. Et donc, on travaille en pédiatrie, on a l'habitude de travailler aussi dans une prise en charge correcte, sans douleur. Ça a un coût, une prise en charge correcte. Et donc, ça veut dire que si on voulait utiliser l'huméopa, qui est un gaz hilarant avec du protoxyde d'azote et de l'oxygène, pour mettre en place les perfusions, ça coûte 15 euros. Et donc, on ne va pas demander aux patients de payer 15 euros. L'hôpital ne peut pas nous donner les 15 euros. Donc, il faut que les 15 euros sortent de quelque part pour pouvoir faire ça. Donc, par les fonds qu'on a à gauche et à droite, on permet de mettre ça là pour pouvoir faire aussi ce travail-là, avancer aussi de ce côté-là pour aider à la prise en charge des patients. Et par rapport au chèque études, ça servait à ça d'un côté, ça servait à réveiller l'école Robert Dubois qui est juste ici derrière, pour se dire, tiens, comment on peut intervenir dans la prise en charge des patients, en tout cas d'y réfléchir, de se rendre compte que l'école est organisée telle qu'elle est. Il y a peut-être des maillons, des pions sur lesquels les parents peuvent appuyer, donc arriver à les identifier et se rendre compte aussi des limites de ce qu'eux peuvent faire ou ne pas faire. Donc ça permet aussi de réveiller une réflexion autour des différentes personnes, des différents endroits où les patients ont accès pour pouvoir améliorer toujours leur qualité de vie et une meilleure insertion au niveau social. Un mot pour clôturer. Oh, ça c'est pour Lola. Il faut continuer. Il faut que plus de personnes sachent c'est quoi la maladie, soient plus informées, s'investissent parce que c'est important. Et voilà, et innover dans ce concept-là de danse toujours pour attirer plus de personnes. Voilà. Moi, mon rêve serait, je dis toujours, la drépanocytose, c'est pas la peste. Donc l'idée de sortir de ce tabou et de quelque chose, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est rien comme maladie, c'est une maladie qui est grave, mais je dis c'est une maladie dont on peut vivre. C'est vrai que si on peut l'éviter, c'est mieux d'éviter. Maintenant, si on n'a pas pu l'éviter, vraiment que les gens sachent qu'on peut vivre avec la maladie, à condition qu'on se prenne en charge correctement, à condition qu'on utilise ce qui est mis à disposition, les hôpitaux, les traitements, voilà. Ça demande, parfois j'apprends ça des sacrifices si on veut, avoir une régularité dans le suivi, dans la surveillance, etc. Mais c'est une maladie avec laquelle on peut vivre et on peut vivre longtemps. Lola disait que c'était très lourd, tu n'as pas l'expliquer. Oui. C'est très lourd à vivre. D'abord pour la personne elle-même,
pour son entourage aussi. Pour, je vais dire sa vie sociale, mais entre guillemets ses études. Enfin oui, sa vie sociale, parce que voilà, on ne peut pas voyager en altitude. Il y a plein des interdits qu'il faut respecter. Et parfois, on ne respecte pas parce qu'on va être comme tout le monde. C'est ça le truc, on va être comme tout le monde. Et on me dit souvent, mais c'est quoi être comme tout le monde? Ben, je sais pas, je n'ai pas encore de réponse, mais voilà. C'est juste que c'est très lourd. D'avoir des limites. Ben oui, des limites et la douleur. La douleur. Oui. Ça, je comprends. C'est des choses qu'on essaie de travailler. Et ça aussi, il faudra que les patients comprennent qu'on ne peut pas les travailler seuls, qu'on doit les travailler avec vous. Et donc, on a besoin aussi parfois de ce feedback que vous nous disiez, voilà, ça c'est lourd à tel endroit, c'est lourd de telle manière. Et ça nous permet à nous de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on peut corriger, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que ça soit moins lourd. Mais ça, c'est votre expertise à vous. Et il faut aussi que vous puissiez nous la communiquer pour qu'on puisse en faire quelque chose. Voilà. Donc c'est vraiment un travail, je pense, de collaboration entre les soignants, les parents, les enfants eux-mêmes et même plusieurs types de soignants entre eux. Je pense que c'est ça qui fait la beauté de la prise en charge de la maladie. Mais il faut continuer parce que beaucoup de gens ne savent pas en fait. Mes amis, par exemple, ils ont su bien après, parce qu'à un moment je devais le dire pour avoir des notes, pour les cours, etc. Mais sinon, à la base, ils ne savaient pas. Donc, des organisations comme ça qui s'occupent des événements pareils sur un sujet très important qui touche la population africaine, je crois que c'est important de faire encore plus. Voilà. Okay. Et moi, je terminerai en disant, je vais juste peut-être la pavé dans la mare, finalement, qui doit informer? Qui doit informer? Je pense que le soignant doit informer. Je pense que les associations peuvent informer. Mais je pense que chacun à sa place peut aussi dire, voilà, mais ça ne sera possible qu'à partir du moment où je pense que la maladie est acceptée, est moins tabou, et qu'on n'a pas de honte à dire, ben, je suis drépanocytaire, et alors? Je suis black, et alors? Je suis belle, et alors? Voilà.